INA Podcast. C'était la conférence de rédaction. Et là, je me suis dit, ça y est, je suis arrivée là où je devais arriver. Le plus difficile, c'est ceux qui commencent à la pige, quoi. Le problème, c'est ça, c'est le temps long, c'est que ça prend du temps de faire des enquêtes. Le socle commun au journalisme, c'est l'honnêteté par rapport aux faits. Ma démarche, c'est de vouloir jeter des ponts entre les gens. Le prix du journalisme, récit de femmes reporters. Un podcast de Florence Daucher, produit par Visible Média et l'INA. Dans ce podcast, nous passons derrière le rideau pour expliquer comment et dans quelles conditions les journalistes travaillent et comment la technologie les accompagne ou les contraint. Et je me souviens quand j'avais dû vendre le projet à mon rédacteur en chef à Libération, il avait résumé en disant « Bon, si je comprends bien, tu rentres dans une zone où aucun étranger n'est rentré depuis plus d'1 siècle. On ne sait pas quand tu sortiras et au bout du compte, je ne sais même pas si j'aurai un article. » Et là, il m'a regardé, il m'a dit « Tu sais, dans le journalisme, il y a 2 branches. Il y a ceux qui cherchent le pouvoir, c'est mon cas, et il y a ceux qui cherchent la liberté, c'est ton cas. Et aujourd'hui, je me dis que je me suis trompée de branche. » Notre invitée vit une histoire fusionnelle avec la Chine depuis 40 ans. Elle hésite un temps à choisir la diplomatie, puis même si elle s'entend dire « Tu es sûre de vouloir faire ce métier de chien », elle devient journaliste, grand reporter pour RFI puis Libération. En 1995, elle ouvre à Pékin le premier bureau pour Libération et Le Point. Elle reçoit le prix Albert Londres en 1997. Nous avons le plaisir de recevoir Caroline Puel. Caroline, très heureuse de t'accueillir. Moi aussi, très heureuse. Merci pour cette très belle initiative. Nous nous tutoyons parce que nous nous connaissons et c'est aussi un usage entre journalistes. Donc on part sur le tutoiement. 40 ans passés à suivre l'évolution de la Chine, c'est toute une vie dédiée à ce pays et ce n'est pas terminé. Souvent, les correspondants changent de pays, Caroline. Qu'est-ce qui t'a retenu si longtemps dans cet Orient ? La Chine, je l'avais d'abord imaginée au travers de lectures quand j'étais enfant, et puis ensuite au travers de voyages avec mon père qui était médecin et qui faisait beaucoup de voyages en Asie tous les ans et qui m'emmenait avec lui. Tu as quel âge à ce moment-là ? À cette époque-là, j'ai moins de 10 ans, j'ai entre 6 et 10 ans, mais en fait ça s'est poursuivi jusqu'à 15 ans, donc entre 6 et 15 ans. Et donc on tournait beaucoup en Asie, et à l'époque, la Chine, on en entendait parler partout, mais personne n'entrait et personne ne sortait, puisque c'était la période de la révolution culturelle, les frontières étaient closes, et c'était également la guerre du Vietnam. Et j'entendais mon père parler avec des grands hommes, m'apparaissaient donc immenses, et qui étaient en fait des reporters de guerre, qui sortaient de la guerre du Vietnam et qui venaient quelques jours pour se reposer en Thaïlande ou dans les pays voisins. Et à les écouter, j'étais totalement fascinée. Et je m'étais dit, dès que je pourrais, j'entrerai dans ce pays interdit. Il y avait donc quelque chose qui s'éveillait déjà pour le journalisme. Oui, mais je n'en étais pas consciente. Et donc au départ, je voulais devenir médecin comme mon père, qui m'a un peu interdit de le faire, en me disant, c'est pas un métier de femme, voilà. Va donc vers la diplomatie. Alors, en fille respectueuse, je suis partie vers la diplomatie. Mais le hasard a voulu que je me retrouve attachée de presse à l'ambassade de France à Pékin. Et là, j'ai vu passer les journalistes. Et là naissait la vocation. Y a-t-il un prix à ce choix de vie 40 ans en Chine ? Ah oui, il est fort parce que à la fois, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que chaque matin apporte son lot de surprises, de découvertes, de rencontres et de nouvelles connaissances. Mais en même temps, on peut avoir un sentiment d'étrangeté. Enfin, on est quand même seul dans cet univers totalement différent. Donc, il peut y avoir des moments de grande solitude, des moments de ressenti d'exil un petit peu. Ce qui m'est particulièrement arrivé ces dernières années, pendant le Covid, quand j'ai dû rester 3 ans sans pouvoir rentrer, sans voir mes enfants, ce qui pour moi a été une épreuve très forte. Mes enfants qui venaient de quitter le foyer familial pour faire leurs études après le bac. Et je leur avais dit, on se reverra à la Toussaint, début septembre, et puis on s'est revus 3 ans après. Donc oui, dans ces cas-là, ça peut être dur. Qu'y a-t-il de la Chine en toi ? En fait, je me sens un peu comme un caméléon.
C'est-à-dire que dès que j'arrive en Chine, il y a une autre personnalité qui commence à faire surface, qui commence déjà par le fait que je porte un autre nom, puisque j'ai un nom chinois. Comment Évidemment. t'appelles-tu ? Je m'appelle en chinois Pu Haolin, ce qui signifie... Alors, Pu, tu sais qu'il y a très peu de noms de famille chinois. Donc, c'est le nom d'un poète du 8e siècle, de la dynastie des Tang. Et Haolin, qui sonne un peu comme Caroline, ça veut dire jade étincelant dans la forêt. Et pourquoi fallait-il ce nom chinois ? D'abord parce que pour les Chinois, ils ont la même difficulté que nous avons à mémoriser les noms occidentaux. Donc Caroline, pour eux, c'est impossible à mémoriser. Et puis, il faut que ça ait un sens, que le nom ait un sens. La Chine est au cœur de l'actualité aujourd'hui. Que sais-tu de la Chine que nous n'avons pas encore compris ? Si je me fie à ce que j'ai compris de cette culture, de ce que m'ont dit tous les spécialistes de la question pendant des années, les spécialistes chinois, et de ce que je ressens intrinsèquement, c'est que les Chinois n'ont pas envie d'aller vers une guerre aujourd'hui, notamment quand on parle de Taïwan. Ils ont vécu 1 siècle et demi de troubles, et pour eux, le point le plus important, c'est de rester en paix. De rester en paix et de poursuivre leur développement économique. Et puis l'autre point très important, c'est la mémoire longue. C'est-à-dire que c'est une culture où on a une vision de l'histoire sur du très long terme. Et pour eux, ils ont en mémoire le fait que la Chine était la première puissance économique mondiale à la fin du XVIIIe siècle, l'autre étant l'Inde d'ailleurs, et que donc c'est tout à fait naturel, après cette petite parenthèse de 300 ans, que la Chine retrouve sa place, puisque pour eux, la longue histoire, elle se joue sur 5000 ans. Oui, j'ai lu une phrase, quelqu'un qui disait que effectivement la Chine avait existé avant l'histoire. J'ai trouvé ça très beau. Nous sommes en 84. Tu poses pour la première fois les pieds sur le sol chinois dans le cadre d'un stage à l'ambassade de France. Est-ce que tu te souviens de ces premières sensations, de ce que tu as observé une fois franchi la porte de l'aéroport ? Oui, alors il y avait une voiture de l'ambassade qui était venue me chercher. Et à l'époque, il y avait juste une vieille route avec beaucoup de nids de poules, très mauvais état, qui menait donc de l'aéroport, qui était tout petit à l'époque, au centre-ville. Et je regardais par la fenêtre et j'étais assez déçue, je dois dire, parce que j'avais imaginé une Chine assez différente. Et je la trouvais quand même extrêmement pauvre. Tout le monde était encore habillé avec le costume Mao ou les premières autres tenues, mais il y avait un fondu dans les tons gris. Et puis surtout, aucun sourire sur les visages, une espèce de dureté générale qui était quand même assez impressionnante. Et puis je me souviens très bien de mon premier soir, puisque j'avais dormi dans un hôtel, l'un des 3 hôtels ouverts aux étrangers à l'époque à Pékin. Et donc je m'étais mise au balcon pour regarder. Et puis lorsque le soleil s'est couché, c'était en juin, mais il se couchait tôt, vers 19h, tout à coup, on a entendu un cliquetis métallique de toutes les devantures des rares magasins qui existaient. Et puis extinction générale des feux, plus aucune lumière dans la ville. Et c'était le noir complet. Un océan sombre. Un océan sombre très curieux. Et vers 10h du soir, les lampadaires ont commencé à s'allumer, mais avec un très faible niveau de lumière. Ça devait être des lampes à 20 volts, puisqu'à l'époque, les Chinois redoutaient encore une attaque surprise de l'Union soviétique. Et donc, il n'y avait pas de lumière sur les villes. Les vélos n'avaient pas de lumière non plus. Et puis là, j'ai vu des formes s'approcher de ces lampadaires et faire des cercles autour. Alors je suis descendue pour voir ce qui se passait. Et en fait, j'ai constaté que ce n'étaient que des personnes âgées qui sortaient des jeux de cartes et des cigarettes et s'apprêtaient à passer la nuit autour du lampadaire. Et là, ils m'ont expliqué, mais oui, on a des logements extrêmement exigus, généralement une pièce pour 3 générations. Et donc, la nuit, les personnes âgées sortent pour laisser les adultes et les enfants dormir, et puis ils dorment dans la journée. C'est ta première rencontre aussi avec une dictature communiste. C'était mon premier contact, effectivement, dans ce type de régime. En fait, à l'époque, les Chinois n'avaient pas le droit de parler aux étrangers.
Et donc, la nuit avait permis de le faire un petit peu. Il allait falloir pour moi trouver le moyen, précisément, d'entrer en contact avec les Chinois, puisque j'étais quand même venue pour ça. Comment comprendre un pays quand on ne peut pas échanger avec sa population? Tu parles la langue, c'est un atout. Tu la maîtrises déjà plutôt bien à ce moment-là? Je croyais. J'avais eu une initiation parce que j'avais passé la fin de ma scolarité avec mes parents à La Réunion. Et là, il y avait en fait toute une communauté chinoise. Et j'ai été, je crois, d'abord fascinée par la beauté de cette calligraphie. Et c'est ça aussi qui m'a donné envie d'apprendre. Mais à l'époque, on apprenait plus des poèmes du XIIe siècle que vraiment à se débrouiller dans la rue, puisque surtout, personne n'allait vraiment en Chine dans ces années-là. Donc je me souviens de mes premières journées quand je me suis risquée à parler, et je voyais les gens s'esclaffer, qui me disaient « Oh, mais tu parles le chinois des années 30 ». Et c'est trop drôle. voilà, donc c'était un peu comme si j'avais essayé de parler latin dans la rue. Enfin bon, c'était assez amusant. Pays fermé aux étrangers, quand ils te voient, toi, occidental, comment réagissent-ils? C'était une fascination totale. Même dans Pékin, lorsque je me promenais dans des quartiers pourtant en plein centre, au sud de la place Tiananmen, qui est un vieux quartier chinois, mais les étrangers, à l'époque, se risquaient assez peu à sortir des logements diplomatiques. J'étais souvent suivie par des hordes d'enfants qui, un peu comme dans Tintin et le Lotus Bleu, criaient « Oh, un long nez », puisque c'est comme ça qu'on nous surnomme, puisque nous avons des nez plus longs que les leurs. Tu disais avoir hésité pendant un temps avec la diplomatie. Comment se fait la bascule entre la diplomatie et le journalisme? À quel moment t'autorises-tu à aller vers ce qui t'attire le plus? Et en réalité, ça faisait donc presque 3 ans que je me posais la question. Et puis ça a été une rencontre avec un des journalistes qui passait à l'époque à Pékin, qui était à l'époque le correspondant de l'Express. Et je lui avais posé la question en lui demandant « Mais comment fait-on pour rentrer dans le journalisme ?» Parce que dans mon environnement familial, personne n'était dans ce métier. Le journalisme que je voulais faire, c'était le grand reportage. Je n'avais jamais vu non plus de femme grand reporter à l'époque. Il n'y en avait pas. Et il a commencé par me dire « Oh là là, mais tu es diplomate, c'est très bien, reste dans la diplomatie, c'est quand même beaucoup plus sûr, etc. » Et puis il m'a dit « Bon, enfin... Si un jour tu changes d'avis, viens me voir et puis je verrai ce que je peux faire pour toi. Mais comprends bien que c'est un métier de chien et voilà, avec beaucoup de risques. » Quelques mois après, je suis allée le voir à Paris et puis il m'a offert mon premier stage à l'Express. Et il y avait une équipe incroyable dans le service étranger. Et je me souviens du jour où j'ai remonté ce couloir. À l'époque, les journalistes avaient tous un bureau individuel fermé avec le nom sur la porte. Et quand je remontais ce couloir, je voyais tous les grands noms qui m'avaient fait rêver. Christian Hoche. Et notamment, au bout du couloir, il y avait effectivement Christian Hoche, qui était le rédacteur en chef chargé de l'étranger. Et avait lieu, quand je suis arrivée, la première conférence de rédaction. Et j'arrive et je vois tous ces hommes assis dans des fauteuils de cuir avec un verre de whisky à la main et un cigare de l'autre. Et c'était la conférence de rédaction. Et là, je me suis dit, ça y est, je suis arrivée là où je devais arriver. Ça va être ma famille professionnelle. Et donc, c'est là où j'ai commencé à boire du whisky et fumer le cigare avec eux. Alors, je partage cette expérience des conférences de rédaction. Est-ce que tu peux nous raconter à quoi ça ressemblait une conférence de rédaction à l'Express? Parce que c'est un lieu de débat, en fait. Les sujets sont posés, chacun donne son avis. Il y a des informations aussi beaucoup qui sont échangées. Dans ces moments, c'est particulièrement savoureux parce qu'on est au cœur de son métier. C'était extraordinaire. En fait, j'ai trois modèles de conférences de rédaction différentes. Il y a celle de l'Express, qui est donc celle-là, avec ce débat, avec des hommes extrêmement cultivés, ayant vécu beaucoup de terrain. Il y a une anecdote historique, il y a des contacts qui fusent, il y a ce climat aussi d'entraide et aussi de compétition, bien sûr, mais néanmoins d'entraide très important. Et cette réflexion permanente sur le journalisme, comment sortir, faire le meilleur journalisme possible. Absolument. Un autre modèle, c'est celui, quelques années plus tard, à Libération. Alors, à Libération, c'est un modèle très particulier puisqu'on est tous debout.
pour que la réunion ne dure pas trop longtemps. On est debout autour d'une table et les seules personnes assises sont les responsables de la photo, parce qu'ils ont besoin d'avoir posé des documents. Et puis il y a Serge Julie qui parle et qui pose des questions et qui commence toujours par une critique du journal qui est sorti le matin même, en disant bon, ça il faut éviter, là c'était bon, allons-y. Et puis il y a cette extraordinaire qualité qu'il y avait à Libération, c'est le service des titres, avec une personnalité extraordinaire qui trouve toujours des titres pleins d'humour. Et alors, à la fois, on discute de sujets très sérieux. Il peut y avoir un journaliste qui raconte son dernier reportage, et puis tout à coup, le service des titres qui propose, et alors tout le monde s'esclaffe. Voilà, c'est une ambiance à la fois joyeuse, extrêmement professionnelle, et extrêmement attentive à la volonté de rester juste, à la fois dans ce que l'on va dire, de la responsabilité que l'on porte. Ça fait partie du rappel aussi des lignes de conduite. Par exemple, à Libération, on a toujours eu des budgets très serrés. Donc, à la fois trouver la possibilité de voyager pas cher et en même temps de rester intègre dans nos fonctionnements. Et puis la troisième conférence de rédaction que j'ai en tête, c'est à RFI, où là, on est assis autour du rédacteur en chef. Là, on commence à avoir des ordinateurs, donc on commence à recevoir les informations qui tombent rapidement de l'AFP. Et puis, c'est la distribution des missions. Et je me souviens particulièrement, à la fin de l'été 1991, quand la guerre de Yougoslavie a démarré, personne n'a très envie de partir là-bas. Donc on est tous en train de contempler la semelle de nos chaussures. Et puis j'entends ça. Toi compris ? Moi comprise. Parce qu'on savait déjà que c'était un conflit qui allait être quand même très très compliqué. On voyait déjà les premiers effets. Et puis j'entends mon nom. Puel, allez, vous faites vos valises et c'est pour vous. Voilà. Et pourquoi Puel ? Parce que peut-être il n'y avait personne d'autre C'était au mois de disponible juillet ? ces jours-là. Non, c'était fin août. Fin août. Ce sont les vacances, effectivement, moins de gens disponibles. Donc on prend les plus jeunes, ils sont là et on y va. Et quand tu entends ton nom, quelle est ta réaction ? Un mélange toujours d'excitation, en se disant, bon, ça y est, le grand moment arrive. Et puis, bien sûr, d'interrogation. Je me souviens d'un coup de téléphone à mon père pour lui dire que je partais là-bas. J'avais 24 ans, donc lui pas du tout enthousiaste, en me disant mais non, mais c'est très dangereux. Bon, et puis voilà, faire les adieux aux gens qu'on aime bien, et puis on part prendre l'avion et on ne sait de toute manière pas pour combien de temps. Et après il y aura le retour, et où on revient et où profondément on a changé intrinsèquement, c'est-à-dire qu'en 3 mois on a pris 10 ans de maturité, voilà. J'avais vu un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Harrison Flowers. Il y a un des reporters qui dit, en fait, il y a 2 sortes de personnes sur Terre, ceux qui ont vécu une guerre et ceux qui ne l'ont pas vécue. Et effectivement, je pense qu'on est quand même profondément transformés, sans en être d'ailleurs forcément conscient tout de suite, par tout ce que l'on a pu voir, tout ce que l'on a pu entendre, les personnes aussi, le souvenir des personnes que l'on laisse là-bas, avec... les atrocités commises, ce dont l'humanité est capable. Voilà. Et puis ce sentiment à la fois de la nécessité d'y aller, parce qu'on est témoin, c'est presque un sentiment de mission, et puis en même temps de culpabilité presque de rentrer et de revenir dans une vie confortable. Tu as 24 ans quand tu pars sur ce terrain de guerre, c'est la première fois. Est-ce que tu es briefé par justement les plus capés ? Est-ce que tu as 2-3 clés de survie minimum ? Qu'est-ce qu'on te donne comme élément pour t'accompagner dans cette première mission ? Un billet d'avion. Et rien d'autre ? Non. Je suis partie avec mon stylo, mon carnet de notes et mon Nagra, puisqu'à l'époque, on avait encore des Nagra, qui étaient des appareils d'enregistrement du son qui étaient lourds, qui devaient faire presque une dizaine de kilos. Et voilà, en jean et t-shirt et basket et bonne chance. Pas de gilet pare-balles à ce moment-là ? Absolument rien. Un badge presse peut-être ? Alors oui, on a eu un badge presse, en effet.
mais qui nous a été donné lorsque je suis arrivée à Zagreb par les autorités croates. Et puis assez vite, je suis allée sur une ville qui était assiégée, qui s'appelait Osijek. Il y avait un seul hôtel où se trouvaient tous les journalistes. C'était une espèce de tour qui faisait 15 étages en aluminium et verre et qui perdait un étage à coups de mortier tous les soirs, puisque les Serbes étaient autour et chaque soir s'amusaient à enlever un étage. Et donc, on descendait, nous aussi, de quelques étages tous les soirs, jusqu'au jour où on s'est retrouvés dans les caves. Et puis là, je discutais du coup avec tous les correspondants qui étaient là. Internationaux, absolument, qui étaient tous des hommes. J'étais la seule femme. Et il y avait pas mal d'Américains. Les Américains étaient tous très formés, avec gilet pare-balles, etc. Et la plupart des confrères qui étaient là, de toutes les nationalités, avaient été formés. Et à un moment donné, je discutais avec eux, puis j'entends certains d'entre eux parler d'assurance vie. Mais je me dis, tiens, c'est bizarre, on m'a jamais parlé de rien. Et au retour, j'ai posé la question. Et en effet, on m'a dit, ah ben non, on n'y avait pas pensé. Donc, voilà. Donc, il n'y avait pas on n'avait pas non plus d'assurance. Concernant. Voilà. Mais je me souviens de ce que j'ai pu apprendre, puisque au bout de 2-3 jours, on avait quand même très faim. J'avais vu qu'un restaurant qui n'était pas très loin avait l'air d'ouvrir. Donc, j'arrive à convaincre 3 confrères américains d'y aller. Et donc, on en trouve le soupirail, on se glisse, on part en courant. On arrive dans le restaurant et la merveille, il était ouvert. Et le restaurateur nous dit, écoutez, il me reste des steaks au congélateur, je vous fais ça. Et puis, je voyais un des journalistes américains qui avait l'air de faire des petits calculs sur la nappe en papier. Et au moment où le cuisinier sortait avec les steaks fumants, il se jette sur moi, il renverse la table, les 3 se jettent sur moi. Et à ce moment-là, tout explose. Et j'entends encore sa voix avec un fort accent américain en disant on bouffe pas dans ces cas-là, petit. Ils avaient entendu, tu veux dire, le son l'un d'entre eux était donc un ancien du Vietnam. Il connaissait le mortier. Et en fait, il était en train de calculer, pendant que moi je pensais à mon petit plat, il était en train de calculer la trajectoire et il avait réalisé qu'en fait les Serbes avaient dû nous observer à la jumelle et avaient visé précisément la table du restaurant. Donc il m'a vraiment sauvé la vie. Et après ça, j'ai évidemment appris à essayer de calculer moi aussi les angles des mortiers. Tu vas poursuivre sur les terrains de l'international, tu vas aller dans un certain nombre de pays. Et puis, en 1992, tu mets le cap sur Hong Kong. C'est une proposition qu'on te fait. Tu es à Libération à ce moment-là. C'est toi qui leur fais la proposition. Comment vient cette décision de t'envoyer sur place de manière permanente ? J'avais un confrère de Libération qui était le correspondant à Hong Kong, mais qui en fait avait traité beaucoup de sujets de dissidence et qui est tombé en quelque sorte dans un piège et qui a été interdit de séjour en Chine. Et donc Serge July est venu me voir, puisque moi j'étais responsable de la Chine au desk à Paris, en me demandant si j'étais prête à partir pour Hong Kong, le remplacer. Alors évidemment, ravie. Mais c'est le moment où je lui dis, écoutez, je pense que l'avenir, ce sera la Chine. Il faudrait que l'on transfère notre bureau de Hong Kong vers la Chine. Donc on est allé dans son bureau pour discuter de ça. Et on était là tous les deux. Et j'étais assise sur une chaise et lui marchait en rond dans le bureau en disant « La Chine. Oui, bien sûr, la Chine, mais... » Ah, et une femme en plus, je dois être fou. Il me dit, et puis il vient me taper sur l'épaule, il me dit, bon, allez, c'est bon petit, vous partez. Banco. Voilà, mais ça s'est pas fait aussi facilement. Oui. Je suis donc partie pour Hong Kong avec 2 valises en disant, donc c'est simple, je ferme le bureau et je transfère tout à Pékin. Sauf qu'à l'époque, la France avait vendu des armes à Taïwan et qu'il y a eu donc un grand froid diplomatique entre la France et la Chine qui a duré près de 3 ans.
Et donc finalement, je suis restée 3 ans à Hong Kong. Ça a été les 3 ans nécessaires pour obtenir l'autorisation d'installer ce bureau en Chine. Pour obtenir toutes les autorisations. Et de là, ça m'a permis de continuer à couvrir tout le reste de la région. Nous sommes en 1995. Comment ça se passe ? Est-ce que tu as déjà un appartement ? Est-ce qu'il faut chercher un bureau ? Est-ce qu'il faut chercher des éléments de communication ? Comment ça se passe ? J'avais le choix entre vivre dans les logements diplomatiques, qui étaient donc conçus pour les diplomates et les journalistes, mais qui étaient en fait des espèces de ghettos très surveillés. Puis même dans les ascenseurs, où il y avait des dames qui étaient assises là toute la journée, qui notaient, qui rentraient, qui sortaient. Surtout les amis chinois ne pouvaient pas rentrer. Donc là, on commençait à avoir le droit de parler à des Chinois, mais pas de les fréquenter. Et donc, je m'étais dit que ce serait mieux d'habiter à l'hôtel parce qu'il y avait plus de passages. Ensuite, on avait du personnel qui nous était attribué par les autorités. Un peu de surveillance, tu veux dire ? Voilà. Donc, normalement, on avait un chauffeur, un cuisinier et un interprète. Donc, je leur ai dit que le cuisinier n'était pas nécessaire puisque je vivais à l'hôtel. Le chauffeur non plus puisque je n'avais pas de voiture. Et restait la question de l'interprète. C'est une surveillance permanente. Ah, mais totale. Et puis bon, il faut avoir quand même un minimum de feeling avec la personne avec qui on va travailler. Il y avait des étudiants chinois qui étaient partis faire 1 an à Sciences Po, à Paris, et qui étaient de retour. Et parmi tous les anciens étudiants, il y a une femme qui a accepté. Et une jeune femme qui avait mon âge. Et donc qui est devenue mon assistante. Elle devait renseigner aussi l'administration. Oui, mais en fait, elle a découvert la Chine en même temps que moi, puisqu'elle n'avait jamais quitté Pékin. Et surtout, par le biais de son travail de journaliste, elle découvrait une Chine qui n'était plus forcément la Chine de la propagande. Donc ça lui posait quand même des problèmes profonds, intellectuels. Je me souviens d'un jour où je lui demandais de faire un travail de recherche sur un sujet. Elle avait commencé à prendre tous les livres qu'elle m'envoyait à la tête en disant « Non, je refuse de traiter ce sujet ». Bon, voilà. Et puis, il y avait des sujets vraiment complexes que j'allais traiter toute seule. Pour approfondir encore sur ce sujet de la surveillance, de la censure éventuellement, comment s'effectuait ce dosage entre ce que l'on peut dire et aussi l'obligation de devoir ménager sa position en Chine, puisqu'on pouvait être expulsé de Chine, comme tu l'as expliqué précédemment ? La clé... Dire sans dire. La clé, c'était d'être honnête, c'est-à-dire de ne pas propager de fausses rumeurs, comme le disent les Chinois, mais pour autant pouvoir démontrer tout ce que l'on disait. Donc voilà, c'était une lourde responsabilité, mais il ne fallait pas faire de faux pas. Donc on ne pouvait parler que de choses que l'on avait vues de nos yeux, démontrables, d'où la nécessité d'être vraiment sur le terrain. C'est ça. Et ce qui caractérise ton travail, c'est que tu ne restes pas à Pékin. Au contraire, tu vas explorer la Chine, tu vas chercher un certain nombre de sujets. Comment on vend les sujets à la rédaction à distance ? Comment on les sensibilise à ce qui se passe en Chine, qui est quand même extrêmement loin de nous ? Au Point, c'était plus facile, parce que j'avais un relais dans la rédaction du Point, qui était Olivier Weber, également prix Albert Londres, et qui a été vraiment un de mes mentors extraordinaires, qui donc, lui, était venu souvent en Chine et comprenait parfaitement, et donc pouvait appuyer et faire ce rôle dans la rédaction. À Libération, c'était une bataille plus difficile. Pourquoi ? Parce que j'avais moins ces relais, et je me souviens d'avoir beaucoup bataillé, notamment sur le sujet du développement économique de la Chine. Et là, ça a été dans les 2 rédactions, où je voyais bien que des processus étaient en train de se mettre en place. Par exemple, le virage de la Chine qui a décidé donc d'investir énormément sur la voiture électrique, quelque chose que j'ai pu constater à partir du début du XXIe siècle, vers 2005, à l'occasion d'un reportage, et personne ne me croyait. Et donc j'avais beau leur dire « mais si, moi je les vois, j'ai même essayé ces voitures sur un circuit, elles sont intéressantes, il faut en parler ». Ça a été une bataille terrible. Je n'ai jamais pu passer mon papier. Tu vas t'intéresser évidemment à la population et pour ça t'enfoncer dans ce pays. Comme tu disais, tu étais souvent même une des premières étrangères que la population chinoise voyait, découvrait. Est-ce que tu peux nous donner rapidement le type de sujet aussi que tu as pu développer avant de nous lire un extrait de tes articles ? Il y a eu des sujets très divers parce que on était donc dans ces années 90 avant Internet
et avant le téléphone portable. Et donc, c'était en quelque sorte nous qui créions les sujets. Les provinces se sont ouvertes progressivement, mais pas tout de suite. Alors, dans un premier temps, je prenais le train pour une destination ouverte, et puis je descendais comme ça au hasard, au milieu du parcours, en me disant, je vais explorer, et puis on verra bien. Et donc, je l'ai fait pendant assez longtemps. Il y a eu un reportage que j'ai fait en 1993, dans toute la zone du Tibet, qui était vraiment intéressante. Et j'avais eu l'occasion de participer à un livre qu'on avait écrit dans les années 80 sur les chevaux chinois. Et puis des années après, un explorateur spécialiste du Tibet qui s'appelle Michel Pessel était venu me voir. J'étais à Libération, en me disant « J'ai vu ça sur ce cheval, mais moi j'ai trouvé des harnachements en passant au Tibet qui ont l'air de correspondre. » Et donc ça a été 3 mois de recherche et de beaucoup d'aventures avec les nomades, les moines, pour à la fin tomber sur une vallée complètement oubliée, qui était en plus la vallée des sources du Mékong, dans laquelle on a effectivement trouvé des fameux chevaux volants, qui sont très particuliers. 3 mois, c'est un autre rapport au temps avec aujourd'hui, parce que ça n'existe plus. C'est ce que tu définis comme le journalisme à l'ancienne, c'est-à-dire une forme d'âge d'or. Oui, absolument. Et je me souviens, quand j'avais dû vendre le projet à mon rédacteur en chef à Libération, il avait résumé en disant « Bon, si je comprends bien, tu rentres dans une zone où aucun étranger n'est rentré depuis plus d'1 siècle. On ne sait pas quand tu sortiras, et au bout du compte, je ne sais même pas si j'aurai un article. » Donc je dis « Oui, c'est ça le deal. » Et là, il m'a regardé, il m'a dit « Tu sais, dans le journalisme, il y a 2 branches. Il y a ceux qui cherchent le pouvoir, c'est mon cas, et il y a ceux qui cherchent la liberté, c'est ton cas. Et aujourd'hui, je me dis que je me suis trompée de branche. » Une série d'articles pour lesquels tu recevras le prix Albert Londres en 1997, et tu as choisi d'en lire un, des porteurs de bambou. Oui, alors c'est un article qui a été publié en janvier 1996 dans Libération. À ma grande surprise, j'ai vu un phénomène social très important que je raconte donc dans cet article, c'est-à-dire ce que faisaient tous les paysans de la périphérie qui venaient à Chongqing pour essayer de trouver du travail. On t'écoute. Ce sont les coulis des temps modernes. Dans le tunnel qui marque la sortie de la ville de Chongqing, glissant dans la fumée des pots d'échappement, une dizaine d'ombres apparaissent dans les phares des camions. Il est minuit et les hommes, chargés de transporter d'énormes câbles de métal, ploient sous la charge en silence, humains sans visage, la tête rentrée dans la poitrine. Vêtus de la même veste Mao de coton bleu, âgés de 14 à 60 ans, ils portent tous sur l'épaule un long morceau de bambou appelé pang-pang en chinois. Les voici, par poignées de plusieurs centaines, déambulant sur le port, accroupis sur les quais en attendant le débarquement des bateaux qui descendent le fleuve Yangtze. En revoilà, groupe compact, sur le parvis de la gare routière, à la sortie des grands magasins, dans les chantiers en construction, au feu rouge, au feu vert, tous les 100 mètres, tous les 10 mètres, tous les 2 mètres. Partout où se porte le regard, les pang-pang sont là. Tu apprends dans des circonstances particulières que tu as reçu le prix Albert Londres. C'est vrai, une très grande surprise évidemment, parce que je ne m'attendais pas du tout à le recevoir. Et c'était en mai 1997, au moment précis où le président Chirac devait se rendre en Chine. Henri Amouroux, qui était le président du prix à l'époque, a contacté l'Élysée et m'a fait la surprise, en fait, que ce soit le président Chirac qui annonce que j'avais eu le prix Albert Londres. C'était une conférence de presse internationale. Puis, juste avant de prendre les questions des journalistes, il a dit il faut d'abord que je dise quelques mots sur l'une de vos consoeurs, Caroline Puel. Est-ce qu'elle est dans la salle ? Alors là, tous mes copains se tournent vers moi en se disant « Mais qu'est-ce qu'elle a encore fait ?» Et voilà, je me suis levée et il a dit quelques mots très, très gentils pour dire que j'avais ce prix. Le prix Albert Londres avait le bras long, en tout cas, à ce moment-là, pour arriver jusqu'à l'Élysée. Ta réaction, qu'est-ce que tu ressens ? J'étais sur un petit nuage, en fait. Parce que pour tous les journalistes, Albert Londres, c'est quand même un peu le Graal dans notre profession.
Ça a changé quelque chose dans ta vie professionnelle de recevoir ce prix ? Ah oui, beaucoup. J'ai reçu beaucoup de courriers. À l'époque, on s'écrivait encore des lettres que j'ai gardées, qui étaient très belles et très touchantes. Des difficultés aussi, parce que ça a créé aussi des jalousies. Et oui, ça a été sûrement un moment assez complexe dans ma vie. Mais ça m'a ouvert des portes, évidemment, considérables et qui durent, cette aura d'Albert Londres dure, Toute une vie. Toute une vie, absolument. Il y a un autre temps fort dans ta vie en Chine, qui va d'ailleurs mobiliser beaucoup de moyens, un moment d'actualité dont beaucoup d'entre nous se souviennent. On écoute. D'un côté à Hong Kong, l'Union Jack qui vient de tomber au bas du mât, et de l'autre côté, place Tiananmen, la pendule qui va marquer la fin de l'occupation britannique et le retour à la Chine de cette partie de son territoire. Le prince Charles, visiblement très ému lui aussi. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Il est minuit. Le drapeau de la République populaire de Chine est hissé en haut de ce mât. Il remplace définitivement, pour l'histoire, le drapeau britannique. Parallèlement s'élèvent le drapeau de la République populaire de Chine et le drapeau de la zone autonome de Hong Kong. Nous sommes le 1er juillet 1997, c'est un événement prévisible. Libération a décidé de concevoir un cahier spécial. Quelles sont les conditions de travail à ce moment-là pour sortir ce fameux cahier ? Alors, il y a une équipe qui est venue spécialement de Paris. Je crois qu'on était 8. Et c'était génial, puisque comme d'habitude, à Libération, on avait peu de moyens. Donc, il avait fallu notamment trouver un moyen de loger tout le monde, puisque les chambres d'hôtel étaient à un prix astronomique. On avait donc loué spécialement pour 15 jours 2 appartements. Mais comme ils n'étaient pas meublés, il y avait juste des matelas sur le sol. Et puis, on se débrouillait comme ça. Il faisait une chaleur absolument Donc, tout le monde dormait dans les mêmes pièces. Oui. C'est ça, le journalisme aussi de terrain. Ça aussi, mais c'était très sympa. Et voilà, j'ai ce souvenir d'avoir tellement chaud dans cette chaleur humide de l'été du sud asiatique. Et en même temps, on était tous passionnés par tout ce qu'on allait voir. Et on a réussi donc à produire un numéro spécial qui faisait une 50aine de pages, une sorte d'arrêt sur image sur Hong Kong le 1er juillet 97. Et par la suite, c'est devenu un mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a continué à en faire à Libé et on en a fait beaucoup aussi avec Le Point, à peu près tous les 2 ans, ce qui permettait de faire des gros numéros de presque 80 pages que souvent les lecteurs conservaient et qui était donc une manière de dire, bon, voilà où en est la Chine à ce stade. C'est-à-dire que les rédactions considéraient qu'il fallait absolument s'intéresser au développement de ce pays dont on voit aujourd'hui l'importance qu'il prend et l'influence qu'il prend sur le monde, parce que ça coûte très cher, effectivement, de produire ce genre de cahiers spéciaux. Oui, absolument. C'était des moyens très particuliers, mais les lecteurs adoraient. Je me souviens que c'était les meilleures ventes au Point. Que souvent ces cahiers spéciaux étaient réédités 3 fois, 4 fois, parfois 5 fois. La technologie, évidemment, va beaucoup évoluer pendant toute ta carrière. Il y aura un point déterminant qui va beaucoup changer votre manière de fonctionner, c'est l'apparition du portable. Les allergiques au téléphone portable n'ont pas fini de souffrir. Avec près de 100 000 nouveaux abonnés en juillet, le téléphone mobile poursuit en effet son décollage tout à fait spectaculaire. 1 800 000 Français ne conçoivent plus la vie sans leur petit combiné. Et les journalistes non plus, nous sommes dans les années 90. Qu'est-ce que ça va changer, l'apparition du téléphone portable pour une journaliste ? Tout, puisque avant le téléphone portable, la grande bataille, c'était effectivement de trouver un téléphone fixe qui marche et qui soit relié aux lignes internationales pour pouvoir dicter son papier, puisque c'était ce que l'on faisait. Je me souviens qu'en 1992, j'étais allée en Inde, où il y avait donc une mosquée que les fondamentalistes hindouistes avaient décidé de détruire pour construire à la place un temple hindou. On constate les faits, ça avait mal tourné. Et retour à l'hôtel pour dicter mon papier. Et là, le réceptionniste refuse de me passer la communication. Pourquoi ? Parce que j'étais une femme seule dans ma chambre.
Alors heureusement, j'avais 2 collègues, 2 confrères, Bruno Philippe du Monde, je me souviens, qui gentiment a demandé la ligne et qui lui l'a eu immédiatement. Donc voilà, c'était parfois des difficultés terribles. Une fois que tu as un téléphone portable en main, ça veut dire qu'il y a aussi les connexions possibles en Chine qui s'équipent de plus en plus. Les réseaux sociaux aujourd'hui en Chine, c'est TikTok. Est-ce que le TikTok chinois est le même que le TikTok que nous recevons ici ? Ce n'est pas le même. Hein. Il y a deux TikTok, en effet. Le TikTok chinois est très surveillé. Tu sais qu'il y a un système de surveillance pour les jeunes pour leur éviter l'addiction. Et donc, ils doivent s'enregistrer. Et la nuit, le réseau est fermé et pas accessible aux jeunes. Le vrai réseau social, au-delà de TikTok, c'est WeChat, qui est un réseau qui a été mis en place à partir de 2016-2017, et qui, lui, fait tout en un. C'est-à-dire qu'il a les fonctions équivalentes de Facebook, Twitter, etc. Mais c'est également un réseau qui permet de faire les paiements, puisque en Chine, on n'utilise plus du tout l'argent liquide. Tout se paie à partir d'un QR code que l'on obtient sur ce réseau en ayant enregistré au préalable une carte de crédit. Comment t'informes-tu, toi, aujourd'hui ? Dans les médias français, c'est vrai que j'ai toujours eu un goût pour la radio. En Chine, c'est RFI ? Alors, en Chine, c'était la BBC. RFI. Voilà, donc RFI, culture. Et puis, effectivement, toujours un peu la BBC, parce que ça m'intéresse et puis que j'ai envie d'avoir de l'anglais. Pour la presse écrite, c'est un peu pareil. Le Monde, Libération. Tu lis sur papier ou tu lis en Non, je lis sur écran, mais quand je prends le train ou l'avion, j'ai toujours grand plaisir à l'avoir en papier. Encore quelques questions avec des réponses rapides. Un son, un objet, un vêtement qui pour toi évoqueront toujours le journalisme. Un son. Est-ce que c'est celui de ce mortier en ex-Yougoslavie ? Non, je pense que c'est un jingle de début d'émission que j'aime entendre. Oui. Un objet ? Un objet, c'est un chapeau. Je porte toujours un chapeau en reportage. Un vêtement ? Le chapeau, on peut considérer que c'est un vêtement ? Non, le vêtement, c'est aussi, effectivement, j'ai une veste mythique que j'enfile toujours lorsque je repars sur le terrain. Qui doit être un peu élimée ou tu la renouvelles ? Qui est totalement élimée, mais c'est pour ça qu'elle est bien. Si c'était à refaire, Caroline Puel ? 100 fois. Non, je pense que ce journalisme-là, c'est pas un métier, c'est un mode de vie. C'est une manière de voir le monde, de rencontrer les gens. Et c'est vrai qu'on ne cesse jamais de l'être. Profondément, grand reporter, ça fait partie de nous, c'est à tout instant. Il y a cette phrase d'Albert Londres que j'aime bien. Être grand reporter, c'est savoir aussi s'intéresser à son voisin assis dans le même train. C'est un peu ça. En fait, c'est aimer les autres, essayer de les comprendre et essayer de les accompagner pour faire ressortir ce qu'ils témoignent de leur époque. Merci Caroline Puel pour ce moment de partage. Merci infiniment pour ce très très beau projet qui nous permet de parler de ce quand même métier, passion que nous partageons. Merci. Merci à celles et ceux qui ont accompagné ce podcast. Un salut amical à tous les Albert Londres, à nos jurés qui font un travail immense pour révéler chaque année de nouveaux talents et un grand merci à la SCAM pour son soutien. Le prix du journalisme, récit de femmes reporters. Un podcast de Florence Daucher, produit par Visible Média et Lina. Montage et mixage Laurent Thomas, prise de son Axel Poulet, musique originale Mathias Reyes Detmer, documentaliste Ina, Pascal Aubaret, Séverine Duchamp, production Florence Daucher, Joséphine Schroeder, Emmanuel Goubert, Laetitia Fourmont, Claire Mainfroy, Anaëlle Mekies. Le prix du journalisme, récit de femmes reporters, est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcast.ina.fr.